Ce soir, on accueille Isabelle Gallagher. Alors, quelques mots d'introduction. Isabelle a étudié à Nice et après, elle est rentrée à l'école polytechnique et après, elle a fait une thèse en mathématiques au laboratoire Jacques Lyons. Et elle a commencé à travailler sur les équations différentielles ou dérivées partielles et sur la mécanique des fluides. Et bon, elle est une chercheuse de tout premier plan dans ce domaine. Et bon, en fait, je la connais depuis 13 ans. En fait, on est collègues depuis 13 ans, on se connaît depuis 10 ans peut-être. Et elle a commencé sa carrière au CNRS en 1998 et après elle est devenue professeure à Paris Diderot, elle est encore maintenant en 2004. Et disons, le fait qu'elle est une chercheuse tout premier plan est témoigné par la liste des distinctions et prix qu'elle a eues. Donc, il y en avait que je ne connaissais pas, malgré le fait que je la connais très bien. Et donc, j'ai décidé de ne pas dire toute la liste. Je vais dire seulement les deux dernières qu'elle a eues récemment. Donc, tout récemment, et pour des thématiques qui sont très proches de celle-là, elle a eu les prix du magazine de la recherche et elle a eu la médaille d'argent du CNRS. Et donc, voilà. Et je m'arrête là, je pense que... Alors, un point technique, si vous voulez poser des questions, s'il vous plaît, attendez les micros, je vais vous le passer, il y en a deux. En tout cas. Et bon, alors maintenant on va l'écouter à propos de probabilité, irréversibilité et propagation du chaos. Merci beaucoup, merci pour l'introduction, tu as beaucoup travaillé, merci. Merci d'être là, je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui. Alors cet exposé est destiné non pas aux quelques collègues que je vois et que je remercie d'être venus, mais vraiment vous allez vous ennuyer beaucoup, mais merci d'être venus quand même. Il s'adresse surtout, si j'ai bien compris, à des étudiants, des élèves, des enseignants de classe préparatoire, du grand public, façon de parler. Voilà, on est entre mathématiciens à certains niveaux. Et donc je vais essayer de faire un exposé qui soit à ce niveau-là. Donc si vous voyez que j'utilise des mots que vous ne comprenez pas ou qu'il y a des choses qui sont écrites qui ne sont pas très claires, ça va arriver forcément. Enfin, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est pas grave si j'arrive pas au bout de l'exposé, c'est pas du tout le but. Le but du jeu, c'est juste que vous rameniez quelque chose de cet exposé. Donc je suis d'autant plus très gênée d'avoir des collègues ici, c'est que dans le titre il y a le mot probabilité. Je ne suis pas probabiliste, et les probabilistes de la salle le savent, mais cela dit, j'ai compris il n'y a pas très longtemps que ça permettait quand même d'expliquer pas mal de choses, de comprendre des choses, que moi j'ai fini par comprendre, on va dire ça comme ça, et je vais essayer de vous transmettre ça. Dans une première partie d'exposé, dans l'autre, je vais parler de choses sur lesquelles je travaille depuis plus longtemps, qui sont comment résoudre des équations qui sont liées à la mécanique des fluides. On en reparlera. D'accord ? Donc pour commencer, je vais parler un petit peu du second mot de ce titre, qui est l'irréversibilité. Alors, pour ça, j'ai demandé à ma fille de m'aider. Elle ne pouvait pas venir malheureusement, donc je l'ai filmée. Donc voilà, c'est parti. Elle a des billes et elle est très douée. Elle a réussi à les faire entrechoquer. Et ce que je vais faire, c'est passer le film à l'envers. Et vous êtes d'accord que ça marche dans les deux sens. Il n'y a rien qui vous choque. Le choc entre deux billes, c'est quelque chose de réversible. C'est un phénomène réversible. On peut échanger le sens du temps. Vous retournez toutes les vitesses de vos boules, là, et elles repartent dans l'autre sens, et elles se rentrent dedans, et il n'y a aucun problème. Alors, ça, c'était le premier exercice qu'elle a fait. Alors, elle en a fait un deuxième, qui était plus compliqué. Je lui ai donné des M&M's, elle aime beaucoup les M&M's, et je lui ai dit, tu pourras les manger si tu arrives à les aligner en couleur. Donc, comme elle les aime beaucoup, elle s'y est mise. Ça prend un peu plus de temps, évidemment. Mais si je me souviens bien, elle a fini par y arriver. Voilà. C'est un peu ma fille quand même. Hein. Voilà. Alors en fait, évidemment, malgré tout, vous aurez compris qu'en fait, elle a fait ça. Donc ça, c'est un phénomène irréversible. Vous passez le film à l'envers, et bon, soit la personne est très douée, soit c'est un petit peu louche quand même. Hein. Physiquement, on sent qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Donc un phénomène irréversible, c'est un où si vous changez la flèche du temps,
vous êtes choqué. Physiquement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors un dernier exemple, Paul et Tatiana Ehrenfest, c'est un exemple très connu. Vous trouvez ça sur, je crois, le site d'Images des Maths, que je vous recommande par ailleurs. Donc vous avez deux urnes, une remplie de 400 boules, je crois, non 200 particules. Vous les laissez évoluer librement. Alors elles n'ont pas de choc, c'est plus facile, elles tapent juste les bords de l'urne, et puis elles ont le droit de passer dans la seconde urne qui était vide au départ. Donc là vous ne voyez pas du tout, je pense, ce qui est écrit, mais ce n'est pas grave. Vous avez le nombre de particules à gauche, le nombre de particules à droite, et vous voyez que ça s'équilibre doucement au cours du temps. Alors par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous suivez du regard une des particules. Vous en choisissez une et vous la suivez. Vous suivez son mouvement. Alors je ne sais pas si je vais y arriver. Paf, elle tape le bord, elle repart, elle tape le bord. Et vous voyez que chaque particule, si vous suivez son mouvement, ce mouvement est parfaitement réversible. C'est juste une particule qui va tout droit. De temps en temps, elle tape le bord du récipient, elle repart. Et vous pouvez, pour une particule donnée, passer le film à l'envers et vous ne serez pas choqué. D'accord ? Par contre, si je décide de passer le film à l'envers maintenant, évidemment, c'est raté. Voilà, donc on est là à peu près. Hein, si je passe le film à l'envers, c'est pas possible ça. Hein. On n'y croit pas du tout. Donc chaque particule a un mouvement parfaitement réversible. Par contre, ce que vous en percevez est irréversible, visiblement. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre dans un premier temps. C'est qu'est-ce qui fait qu'un mouvement réversible, quand on regarde une particule, devient irréversible quand on en regarde beaucoup. Alors déjà, on va faire des petits dessins juste pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Imaginez qu'au départ, j'ai mis 4 particules dans le récipient de gauche et aucune à droite. Et puis on mesure au cours du temps combien de particules, n, le nombre de particules qui sont dans le récipient de gauche. Vous faites l'expérience. Chaque expérience, bien sûr, donnera un résultat différent, donc ça c'est juste un exemple typique. Mais vous voyez que très régulièrement, l'urne gauche se vide, vous avez 4 particules à droite, mais également régulièrement, l'urne de droite se vide, vous avez 4 particules à gauche. Il n'y a pas ce phénomène où tout s'équilibre, vous avez 2 particules de chaque côté. Au cours du temps, tout est possible, vous avez aussi souvent 4 particules à droite, que 4 particules à gauche, que 2 particules de chaque côté. En revanche, si vous en prenez 500, vous faites la même chose. Donc vous regardez le nombre de particules à gauche, vous en avez 500 au départ, et très très rapidement, ça va s'équilibrer à peu près 250 particules de chaque côté. Il y aura très rarement exactement 250 particules de chaque côté. Vous voyez que ça fluctue autour de 250. Parfois, il y en a beaucoup plus, parfois, il y en a beaucoup moins. Mais en gros, assez rapidement, vous avez un équilibre. Et c'est ça qu'on a observé tout à l'heure dans le petit film. On avait toutes les particules à gauche et assez rapidement, il fallait attendre un tout petit peu, c'était équilibré. Alors, pour comprendre un tout petit peu mieux, on va essayer de quantifier un peu tout ça. Donc, on va recommencer par l'exemple le plus simple. On va prendre 2 boules dans l'urne de gauche. Et ce qu'on veut mesurer, encore une fois, mais on va le faire à la main maintenant, on va compter. On va compter combien de configurations sont possibles. Donc, je les colorie, ces boules, comme ça on les voit bien. Donc, à droite, vous avez n, le nombre de particules dans l'urne de gauche. Si j'ai 2 particules en tout, j'ai 3 possibilités. Soit j'ai 2 particules à gauche, soit j'en ai une, soit j'en ai 0. D'accord ? Si j'en ai 2 à gauche, forcément j'en ai 0 à droite. Si j'en ai 2 à droite, forcément j'en ai 0 à gauche. Par contre, si j'en ai une de chaque côté, il faut choisir la couleur, donc j'ai 2 possibilités. D'accord ? Donc ce qu'on retient juste de ça, c'est très très simple évidemment. Pour 3 configurations macroscopiques, macroscopique ça veut dire combien j'en ai à gauche, données, j'ai 4 configurations microscopiques. Jusque-là tout va bien, on continue avec 3. Combien j'ai de configurations macroscopiques ? Je peux avoir 3, 2, 1 ou 0 particules à gauche. Donc j'ai 4 configurations macroscopiques. Maintenant, vous pouvez vous amuser à vérifier que je ne me suis pas trompée. Si je mets 3 particules à gauche, c'est facile de voir qu'il n'y en a aucune à droite, donc j'ai une seule possibilité. Si j'en ai 3 à droite, j'en ai 0 à gauche, une seule possibilité. En revanche, si j'en ai 2 à droite, eh bien j'ai 3 couleurs possibles pour la gauche, bleu, rouge ou vert, donc 3 possibilités. Et c'est symétrique, si j'en ai 2 à gauche, j'ai 3 possibilités aussi. D'accord ? Donc on résume, pour 4 configurations macroscopiques données, j'en ai 8 des microscopiques. Alors on le fait juste une dernière fois, qu'on arrête, parce que ça pourrait durer longtemps. Donc le dernier exemple, vous avez 4 particules, donc maintenant on a compris que le nombre de configurations totales, c'est combien j'en aurai à gauche, 4, 3, 2, 1 ou 0, donc 5 possibilités. Combien de configurations macroscopiques, 5 possibilités, et combien de microscopiques, je vous laisse vérifier qu'il y en a 16. D'accord, qui sont 3 à gauche, 2 de chaque côté et 3 à droite. C'est 16 configurations différentes, évidemment, c'est ça qui est intéressant. Donc on peut faire un calcul, vous pouvez le faire à titre d'exercice plus tard. Si je vous donne n particules,
combien est-ce qu'il y aura de configurations macroscopiques. Macroscopique, c'est combien j'ai de particules à gauche. Ben, j'en ai soit n, n-1, etc. jusqu'à 0. Donc j'ai n plus 1 configuration macroscopique. Alors, un peu plus compliqué, combien j'ai de configurations microscopiques, ça c'est un bon exercice. Vous en avez 2 puissance n. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et donc, il va falloir caser dans ces n configurations macroscopiques 2 puissance n configurations microscopiques. C'est pour ça que certaines seront beaucoup plus probables que d'autres. Et on a vu tout à l'heure, dans cet exemple-là, par exemple, que clairement, celle où il y en a autant de chaque côté, c'est la plus probable. Et évidemment, quand on regardait l'expérience des Renfest, comme on n'avait pas mis de couleur sur les particules, toutes ces configurations-là étaient finalement les mêmes, à nos yeux. C'est pour ça qu'on en voit énormément plus que des configurations très particulières. Il y a une seule possibilité, une seule chance qu'elles soient toutes du même côté. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais n'empêche que chaque particule a un mouvement réversible, donc forcément, ça va pouvoir arriver que toutes les particules se retrouvent du même côté. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Alors ça, vous faites un petit calcul, vous apercevez que oui, ça va arriver probablement en un temps qui sera d'ordre de 2 puissance n, le même que le nombre de configurations. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce que c'est que n? Alors si on imagine, comme on va le faire à partir de maintenant, que ce qu'on regarde, c'est l'air dans une pièce, n, ça va être le nombre d'Avogadro, mais un peu plus que ça, donc 10 puissance 23, ce qui est déjà gigantesque, et donc 2 puissance 10 puissance 23, l'univers aura cessé d'exister depuis longtemps. Donc c'est pour ça que ça n'arrive pas, on ne verra jamais ça, c'est une question d'échelle. D'accord? Donc si vous faites l'expérience avec 4 particules, évidemment ça arrive, parce que 2 puissance 4, c'est pas beaucoup. Par contre, avec de l'air, enfin des particules, des atomes dans de l'air, ça n'arrivera juste jamais. Okay. Maintenant, évidemment, j'ai pris une configuration initiale extrêmement particulière, puisque j'ai dit, il n'y a personne d'un côté, tout le monde est dans l'autre. Dans une pièce, ce n'est pas comme ça que ça se passe, hein, tous les atomes ne sont pas du même côté, ils sont partout. Et donc, si vous aviez commencé avec autant de particules de chaque côté, ben, ça continuerait de la même façon, hein, il y aurait toujours autant de particules de chaque côté. Un état avec le même nombre de chaque côté serait un état très probable pour le coup. Donc ça dépend vraiment de la condition initiale, comment on a préparé notre gaz au départ, et ça dépend bien sûr beaucoup du nombre de particules qu'on a à notre disposition. Donc maintenant la question qui va se poser, une fois qu'on a un petit peu discuté de tout ça, c'est comment est-ce qu'on va essayer de modéliser un gaz. J'ai envie, disons qu'on a envie, et ça fait longtemps que les gens voulaient faire ça depuis le XVIIIe siècle, même avant, écrire des équations pour prévoir quel va être l'état de l'air dans cette pièce ou de l'océan demain, une fois qu'on connaît l'état de l'océan aujourd'hui par exemple. Alors, encore une fois, on va regarder des ordres de grandeur. La première chose qu'on peut faire, c'est dire, après tout, l'air de cette pièce, ce sont des atomes, donc on va décrire le mouvement de chacun des atomes. Alors, le souci, c'est qu'il y a évidemment énormément de particules, 10 puissance 24 par exemple, dans un verre d'eau. Leur diamètre est ridiculement petit, 10 puissance moins 10 mètres, et elles vont quand même assez vite. Résultat, elles vont se rencontrer tout le temps. Donc il y aura une agitation permanente de ces molécules, un peu comme dans l'expérience des Renfest. Mais est-ce que ça nous intéresse vraiment, cette agitation permanente des atomes ou des molécules? La réponse est probablement non. Pourquoi? Imaginez que quelqu'un, c'est déjà fait, quelqu'un ouvre la fenêtre, hein, et avec un peu de chance, si on pouvait, il y aurait un peu d'air qui passerait, s'il y avait un peu de vent dehors. Ce qui vous intéresserait, c'est quel va être le courant d'air, hein, quelle va être la température de l'air. Ça ne nous intéresse pas du tout de savoir chaque petite particule dans ce courant d'air, à quelle vitesse est-ce qu'elle va, où elle est cette particule. Et vous voyez bien que c'est complètement différent. La vitesse du courant d'air et la vitesse de chacune des particules individuelles, c'est juste deux choses très différentes. Donc décrire un gaz à partir de la description particulière, est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que c'est intéressant? En tout cas, c'est pas sûr. Notamment, on prenait un verre d'eau, ou plutôt même plus clairement l'air dans cette pièce, alors peut-être pas à côté de moi, mais en tout cas tout au fond, il ne bouge pas beaucoup, voire pas du tout, il a l'équilibre. Par contre, les atomes, ils sont en train de s'agiter perpétuellement, tout le temps. Donc encore une fois, on ne va pas s'intéresser, nous, au mouvement de chacun de ces atomes, puisqu'on sait que l'air est au repos, mais on pourrait. Donc la question qui se pose, et qui a été posée par Hilbert au début du XXe siècle, donc il avait fait une liste de questions, je ne sais pas si vous savez ça, 23 questions, il avait posé en 1900. Alors sur ces 23 questions, certaines ont été résolues, d'autres sont plus ou moins plus à la mode du tout, mais la question là qui est numéro 6 nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Alors je vais simplement vous lire ce qu'il a dit, puis après on va en discuter. Donc ce qu'il dit, c'est le livre de M. Boltzmann, on reparlera de Boltzmann plus tard, sur les principes de la mécanique, nous incite à établir et à discuter au point de vue mathématique, d'une manière complète et rigoureuse, les méthodes basées sur l'idée de passage à la limite, et qui de la conception atomique nous conduisent aux lois du mouvement des continua. Donc, ce qui va nous occuper un petit peu aujourd'hui, c'est ça, la fin. La conception atomique, on en a parlé déjà. On a vu que ce n'est pas forcément idéal pour décrire un fluide, de comprendre où sont chacune des particules. Et puis, il y a des lois du mouvement qu'on va écrire tout à l'heure,
qui étaient écrites depuis les années 1850, qui étaient utilisées dans un certain sens. Elles sont censées représenter le même objet, qui est un gaz ou un liquide. Et la question que pose Hilbert, c'est comment concilier ces deux visions de la même chose, du même phénomène physique. Une vision atomiste, c'était assez, à l'époque les atomes n'étaient pas si clairs, enfin il dit ça comme ça, la vision atomiste du gaz, la vision continuum, macroscopique, qu'on écrira tout à l'heure, c'est le même objet qu'on regarde. Est-ce que vous pouvez expliquer par un passage à la limite, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va devenir grand ou petit, qu'est-ce qui va devenir grand? Probablement le nombre de particules. S'il y a 2 atomes dans la pièce, ça ne va pas être pareil que si elle est remplie d'air. Et donc, par une méthode rigoureuse, évidemment, mathématique, un passage à la limite, passer de l'une des formulations microscopiques à l'autre macroscopique. C'est ça la question qu'il pose et qu'on va essayer de discuter. Alors, pour discuter ça, on va commencer à mettre ces fluides en équation. L'équation, d'abord, de chacun des atomes, on va les écrire, ces équations, c'est pas dur. Après, ce qui est plus compliqué, donc on ne va pas trop le justifier, les équations du continuum. Et après, on essaiera de comprendre 2 choses. Comment on passe de l'une à l'autre? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui est connu? Et ensuite, comment est-ce qu'on résout ces équations? D'accord, ça va être un petit peu l'objet de l'exposé. Alors, donc là, on a Newton, qu'on connaît bien. Newton, c'est celui qui a posé les principes de l'écriture d'équations physiques, écrire mathématiquement un phénomène physique, en 1687. Donc la seule loi qu'on va regarder aujourd'hui, c'est celle que vous connaissez tous, le bilan des forces est égal à la masse de l'objet qu'on regarde, multiplié par son accélération. Donc F, c'est les forces. Alors pour les élèves, voire leurs enseignants, je ne mets jamais de flèche sur les vecteurs, c'est un principe, mais vous pouvez imaginer que F, ici, c'est un vecteur à 3 dimensions, en dimension 3 d'espace, comme c'est juste fatigant. Donc voilà, F est un vecteur. M, la masse, c'est un nombre, et A, c'est aussi un vecteur. Okay. Donc on essaie de s'en souvenir. Donc on part de là, et de là, c'est très facile d'écrire, en tout cas noir sur blanc, les équations des atomes dont on a parlé tout à l'heure. Donc comme on est entre nous, on est mathématiciens, un atome chez nous, ça sera un disque, une sphère. Une molécule, ça va être pareil, ce sera un atome. On va faire les choses les plus simples possibles. Alors ces atomes sont très petits, on l'a vu tout à l'heure, donc petit ça veut dire epsilon, donc epsilon va être le diamètre de l'atome numéro I, de l'atome numéro J, c'est tous les mêmes, ils sont indiscernables. Donc ils vont en ligne droite, à une certaine vitesse, chacun sa vitesse, V'I pour l'atome I, V'J pour l'atome J, et puis ils peuvent de temps en temps collisionner, et s'ils collisionnent, les vitesses sortantes se calculent par les lois du billard, de la réflexion spéculaire, qui sont écrites ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ces lois? Donc, vous calculez, elles sont symétriques, mais vous calculez la vitesse entrante, par exemple, à partir des vitesses sortantes. Vous dites simplement les vitesses sortantes, auxquelles j'ajoute ou je retranche le produit scalaire, ce sont des vecteurs, des vitesses relatives des 2 particules sortantes, par xi moins xj, qui sont les centres des deux atomes ici. D'accord? Et comme la longueur du vecteur xi moins xj est epsilon, j'en ai 2 ici, donc je divise par epsilon carré. Donc ça, c'est simplement les lois de la réflexion, comme si vous jouez au billard, sur un billard parfait sans frottement. Donc les équations de Newton, elles sont très faciles à écrire. La vitesse, c'est la dérivée en temps de la position. Et ici, j'écris encore une fois le modèle le plus simple, pas de force, donc pas d'accélération, donc la dérivée de la vitesse est nulle. Alors, vous pouvez imaginer bien sûr des choses plus physiques, là, des potentiels d'interaction, ce que vous voulez, mais là, vraiment, on va faire la chose la plus simple possible. Donc ça fait combien d'équations, tout ça? Eh bien, x est en dimension 3, donc là, j'en ai 3. V, c'est aussi en dimension 3. Bon, c'est une équation un peu simple, hein, celle-là, mais on peut imaginer qu'on a mis autre chose de plus compliqué. Donc j'ai aussi 3 équations, donc ici, j'en ai 6 en fait. Hein. D'accord? Et puis I, il se balade de 1 à n, si je numérote mes particules, de 1 jusqu'à n. Donc en tout, j'ai 6 n équations. Vous vous souvenez que n, c'est le nombre d'Avogadro, donc c'est long à écrire. Hein. J'ai beaucoup d'équations à écrire. Notamment, en particulier, on a vu tout à l'heure qu'il y a énormément de collisions. Donc la vitesse, elle change tout le temps, en fait. Hein. Les particules n'arrêtent pas de se voir. Donc c'est un système d'équations qui est extrêmement compliqué à résoudre, en vrai, si on veut une solution, si on pourra l'écrire. Et je vous rappelle qu'en plus, ça ne nous intéresse pas. Donc on sait qu'elles existent, ces équations. Ce sont les équations des atomes. Maintenant, la question, c'est, je vais essayer d'écrire les équations des fluides, que les gens utilisent vraiment, et essayer de justifier pourquoi ces 2 systèmes d'équations sont en fait la même chose, enfin modélisent le même objet. Et je vous rappelle qu'Hilbert nous a dit, vous avez le droit d'utiliser l'équation de Boltzmann, donc on va aussi parler de l'équation de Boltzmann en passant. En tout cas, voilà l'équation des atomes. Et maintenant, on va revenir à un tout petit peu d'histoire pour expliquer comment les gens ont écrit les équations des continua, comme disait Newton, pardon, comme disait Hilbert, donc des équations de la mécanique des fluides qu'on utilise jusqu'à encore aujourd'hui. Alors ça, l'histoire dit que ça a commencé en 1748. L'Académie des sciences de Berlin, à l'époque, son président était Euler,
Et ils ont posé une question, c'était un prix, alors parfois ça leur arrivait de dire voilà, vous avez 2 ans pour résoudre la question suivante. Alors voilà la question, je la lis, après on la discute. Donc déterminer la théorie de la résistance que souffrent les corps solides dans leur mouvement, en passant par un fluide, tant par rapport à la figure et aux divers degrés de vitesse des corps qu'à la densité et aux divers degrés de compression du fluide. Voilà, donc ça c'est l'exercice. En pratique, c'est quoi? Vous avez un objet dans un fluide. On vous demande quelle est la force qui est exercée sur l'objet quand l'objet est placé dans le fluide et quand le fluide, évidemment, est en train d'avancer. Et ça va dépendre de plein de paramètres. Donc là, il y a une liste de paramètres dont ça va dépendre. La forme de l'objet, combien il y en a d'ailleurs, leur vitesse, la densité du fluide, plein de choses. Et jusque-là, il n'y avait pas d'équation pour les fluides. Donc ça, c'était 1748, ils avaient 2 ans. Alors d'Alembert est arrivé en 1949. Il a écrit un manuscrit qu'on peut encore consulter, en tout cas sur Internet, qui révolutionne complètement la façon de comprendre et de décrire mathématiquement les fluides. Il introduit ce qu'on appelle le champ de vitesse, on va le voir tout à l'heure. Il introduit quoi d'autre? Les dérivées partielles. Je pense que vous aimez tous les dérivées partielles. Est-ce qu'il y a des élèves ici qui n'ont jamais vu de dérivées partielles? On a le droit de lever le doigt. D'accord. Je crois que j'en connais un, c'est normal, mais je suis sûre qu'il n'est pas tout seul. Donc je vais essayer de quand même vous expliquer ce que c'est doucement. Mais enfin, c'est quand même d'Alembert et d'autres, bien sûr, Leibniz, entre autres, qui ont introduit ces objets-là. Alors malheureusement, l'histoire dit qu'il n'a pas eu le prix. Le prix a été donné à un certain Jacques Adamy. Alors, personne ne se souvient d'Adamy, tout le monde se souvient d'Alembert. Le manuscrit, on ne sait plus non plus. Donc on ne sait pas très bien ce qu'il a fait, cet Adamy. En tout cas, ce n'est pas d'Alembert qui a eu le prix. Par contre, son texte a beaucoup intéressé Euler, qui en 1755 a écrit l'équation fondamentale de la mécanique des fluides, qu'on appelle encore aujourd'hui l'équation d'Euler. Et par rapport à d'Alembert, en fait, il avait compris quelque chose de fondamental, qui est la chose suivante. Alors, ce qu'on va essayer de décrire comme fluide, par exemple, c'est l'eau, qui a une particularité par rapport à un gaz, c'est qu'il est incompressible. Alors, l'incompressibilité, c'est une notion qu'on comprend, si j'appuie, ça résiste. Mais de là à écrire ça en équation, c'était très difficile, et d'Alembert n'était pas arrivé, et Euler l'a fait. Donc on va écrire l'équation d'Euler dans quelques minutes. Mais avant, je continue un petit peu l'histoire. Donc Euler publie son article avec son équation. D'Alembert, bien sûr, était toujours très intéressé par la question. Il lit l'article et il fait la remarque suivante que je pourrais vous expliquer en quelques lignes si vous avez plus de temps. Et ça prendra un tout petit peu de temps, mais ce n'est pas difficile à écrire. Que si vous plongez un corps solide dans un liquide ou un gaz qui vérifierait cette équation d'Euler, eh bien, ce corps n'aurait pas de portance. Ce qui est gênant, par exemple, pour les oiseaux, qui, par contre, existent. Donc, il pose la question, comment c'est possible que l'équation d'Euler soit la bonne, alors que, clairement, il manque quelque chose de physique, d'important, et qu'on constate tous les jours. Et il conclut sa question en disant, je laisse aux géomètres futurs le soin de résoudre ce paradoxe. Alors, ce ne sont pas vraiment des géomètres qui ont résolu le paradoxe, ce sont un ingénieur français et un mathématicien irlandais, Stokes ici et Navier ici, qui ont établi ces équations. Alors ils étaient en fait plusieurs derrière, donc j'ai rajouté Saint-Venant, ils n'étaient pas tout seuls, ils n'étaient pas ensemble d'ailleurs, c'est à des moments différents. Donc Navier c'est en 1820, Stokes en 1845, mais cette équation maintenant on l'appelle l'équation de Navier-Stokes. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris l'équation d'Euler et ils ont rajouté à cette équation un terme de manière un petit peu empirique, qui permet de détruire le paradoxe de d'Alembert, donc c'est déjà une bonne chose, et en fait qui prend en compte le fait qu'un fluide, quand il évolue, il est quand même fait de molécules. Ces molécules, elles frottent entre elles dans l'évolution et elles dégagent de l'énergie sous forme de chaleur. Donc un fluide qui évolue physiquement, un vrai fluide, il a une énergie qui décroît au cours du temps, alors que l'équation d'Euler avait une énergie conservée. Le terme qu'il rajoute, c'est un terme qui permet de faire décroître l'énergie sous forme de chaleur. Et on va le voir dans une seconde. Donc voilà les équations de Navier-Stokes. Donc comme je dis, c'est un système. Pourquoi un système? Parce qu'il y a plusieurs équations. On va les décrire dans une seconde. D'équations aux dérivées partielles. Alors pourquoi dérivées partielles? Simplement parce que l'objet qu'on regarde, qui est U, qui est là-haut, U, c'est la vitesse de notre fluide. Le champ de vitesse, ce n'est pas la vitesse de chacun des atomes, c'est vraiment la vitesse qu'on perçoit. Et c'est un vecteur à 3 dimensions, d'une part, qui dépend de plein de variables, qui dépend ici du temps, et des variables de position, x1, x2, x3, si on est en dimension 3. Donc juste pour les dérivées partielles, c'est pas pire que ça, pour ceux qui n'ont jamais vu. C'est simplement, au lieu de prendre une dérivée, il faut bien dire par rapport à quoi on dérive, puisque ma fonction dépend de plein de variables. Pour bien se souvenir que ça dépend de plein de variables, au lieu de mettre un d sur dt droit comme d'habitude pour une équation différentielle ordinaire, on met ce d un petit peu rond, et puis c'est tout. C'est juste ça, une dérivée partielle, c'est rien de plus que ça.
Alors là, il y en a plein en fait cachés dans cette équation. Celle-ci, là, ça c'est 3 dérivées partielles dans la direction x1, x2, x3, c'est un vecteur. Donc vous avez le produit scalaire du vecteur u1, u2, u3 par le vecteur je dérive par rapport à x1, je dérive par rapport à x2, je dérive par rapport à x3, et c'est un produit scalaire, on applique tout ça à u. Et celui-là, là, ce truc-là, ça s'appelle un Laplacien, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est simplement, je dérive 2 fois, dans la direction 1, 2 et 3, et je fais la somme. Peu importe, on ne va pas le voir beaucoup plus, cette équation, mais simplement, je vous présente ces objets. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors voilà l'équation d'Alembert, donc quand je mets l'image de la personne, c'est que c'est lui à qui on attribue ces termes. Donc ce qui est entre parenthèses, appliqué à U, c'est l'accélération de Newton. En fait, cette équation-là, c'est essentiellement l'équation de Newton, mais un peu plus compliquée parce qu'on regarde un fluide et pas un objet physique solide. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, ça on le savait, mais il faut rajouter, parce que le fluide qu'on regarde, ce n'est pas juste une seule particule, cette espèce de flot. C'est un peu compliqué à expliquer à ce niveau-là. Il faut rajouter un terme supplémentaire qui a le défaut d'être non linéaire, puisque c'est U, auquel en plus on met des dérivées appliquées à U, donc c'est comme du U carré, avec des dérivées en plus. Donc tout ça, dans la parenthèse appliquée à U, c'est l'accélération. Donc alors vous allez me dire, elle est où la masse? Parce que Newton, il a dit force égale masse fois accélération. En la masse, c'est prise égale à 1, et j'espère qu'il n'y a pas trop de physiciens dans la salle, parce qu'il n'y a pas d'unité, rien du tout. Voilà. Donc la masse égale 1, donc on l'a enlevé. Voilà l'accélération. Après, Newton vous dit, c'est le bilan des forces qui vaut l'accélération. Le bilan des forces, j'ai juste mis la gravité, histoire de mettre quelque chose. C'est vous qui décidez. Hein, c'est le monde extérieur qui agit sur le fluide. Donc par exemple, la gravité, ou rien du tout, si vous voulez rien mettre. Ça dépend du modèle qu'on regarde. Donc ça, en gros, c'est l'équation d'Alembert, qui ne correspond pas du tout à un fluide incompressible. Si vous voulez garantir la compressibilité du fluide, dans l'incompressible, il y a pression. Hein, il faut qu'il y ait une pression qui réagisse quand on appuie dessus pour que le fluide ne cesse pas de faire. Et donc la pression, c'est Euler qui a réussi à la prendre en compte. C'est une inconnue, ce P, là, c'est un scalaire. On ne connaît pas. On ne connaît pas U1, U2, U3, on ne connaît pas P. Et devant, vous avez ce vecteur dérivé. Donc en fait, cette première ligne ici, c'est 3 équations qui portent sur U1, U2, U3. C'est pour ça qu'il y a 3 équations. Et vous voyez, dans le membre de droite, G, c'est un vecteur. Et le gradient, c'est aussi un vecteur. Donc c'est à la bonne taille. Alors le problème, c'est que j'ai une inconnue de plus maintenant. P, U1, U2, U3, il me faut une équation de plus. Et l'équation de plus, c'est que le produit scalaire du vecteur dérivé par U, qu'on appelle cet objet-là la divergence, est 0. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, si vous prenez U1, vous le dérivez dans la direction x1, vous prenez U2, vous le dérivez dans la direction x2, vous faites la somme, et pour rajouter la dérivée de U3 dans la direction x3, tout ça, ça fait 0, ça qui garantit que le fluide est incompressible. C'est Euler qui a trouvé ça. Et ça va être notre système d'équations. Jusque-là, donc on a Euler et Navier et Stokes qu'ils ont rajouté, c'est ce terme-là. Donc on a dit que le terme Laplacien U, il y a 2 dérivées de U, donc maintenant ça commence à être une équation compliquée, des dérivées en temps, des dérivées en x, d'ordre 1, d'ordre 2, c'est non linéaire, il y a cette pression qu'on ne connaît pas non plus. Et le paramètre ici, pour une fois que je mets un paramètre physique, c'est la viscosité. Si la viscosité est nulle, c'est un fluide parfait qui vérifie les équations de l'air. Plus la viscosité nu est grande, nu est positif, plus le fluide est visqueux. Et vous imaginez bien qu'un fluide très visqueux, il a tendance à ralentir très vite quand on le fait bouger. Donc il a une grosse perte d'énergie. Plus nu est grand, plus on perd d'énergie. Voilà, donc quand ils ont écrit cette équation, après il n'y avait plus qu'à la résoudre. Donc les gens ont essayé, mais avant de faire ça, avant de la résoudre, je vous ai dit que Hilbert avait parlé de Boltzmann, donc on va terminer cette présentation des équations en parlant de Boltzmann. Donc vous avez vos grandes n particules, on revient à ça, on a écrit nos 6 n équations, beaucoup trop. Maintenant, ici, vous avez très peu d'équations, 4, quel que soit le nombre de particules derrière, vous avez 4 équations. Donc on a fortement réduit le problème. Évidemment, l'équation est beaucoup plus compliquée. Les équations de Newton sont très simples à écrire, mais il y en a beaucoup trop, sans parler des chocs. Les équations de Navier-Stokes, il y en a beaucoup moins, mais par contre, elles sont compliquées. Et entre les deux, il y a l'équation de Boltzmann. Alors celle-là, je ne vais pas trop vous l'expliquer, mais juste vous dire sur quel objet elle porte. Alors Boltzmann, ce qu'il propose, c'est une vision un petit peu intermédiaire d'un fluide en disant on va regarder combien de particules à l'instant t ont une vitesse à peu près v, donc v plus un petit dv, et une position à peu près x plus dx. On va appeler cet objet-là f de txv, donc c'est le nombre de particules, une densité de particules, de position x et de vitesse v au temps t. D'accord ? Donc vous voyez que là aussi on a fortement réduit le nombre de variables. J'étais parti de n variables, 6n c'est ça, et maintenant j'ai t, et les variables sont x qui sont en dimension 3 et v en dimension 3. Je n'ai plus que 6, plus le temps.
Alors, le problème, c'est que cette fonction, on ne peut pas la mesurer, mais il se trouve que si vous voulez savoir la vitesse du courant d'air, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, il suffit de multiplier f par v et de moyenner. Moyenner, ça veut dire intégrer par rapport à v, ça vous fera un objet qui dépend que de t et de x, qui sera la vitesse du courant d'air. Soi-disant, il faut croire Boltzmann. C'est ce qu'il vous dit. Il vous dit en gros que la vitesse de Navier-Stokes, vous prenez f, vous multipliez par v, vous intégrez par rapport à la vitesse. Encore une fois, ça vous fait un objet de t et de x, c'est la vitesse de Navier-Stokes. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, on va en reparler. En tout cas, ça vérifie une équation, donc je vais vous l'écrire. Si vous n'avez pas beaucoup aimé Navier-Stokes, vous risquez de ne pas beaucoup aimer non plus Boltzmann. Mais là, voilà. Je vous avais un petit peu prévenu. Alors, donc on va la décrire rapidement. Alors, peut-être que ce que vous pouvez reconnaître ici, c'est la dernière ligne. Ça, c'est simplement la loi de collision dont j'ai parlé. Le V'I égale VI plus ou moins le produit scalaire de xi moins xi. Tout ça, c'est exactement ça. J'ai juste changé les notations, malheureusement. Mais ça vous dit juste quelles sont les vitesses entrantes et sortantes. À gauche, pour ceux qui ont déjà vu un truc pareil, ça ressemble un tout petit peu à Navier-Stokes. Vous avez un dt de quelque chose plus un produit scalaire d'un gradient par une vitesse. Ça ressemble un petit peu à Navier-Stokes. Ça, c'est une équation de transport. Et puis à droite, vous avez mis, dans cette grosse intégrale que je ne vais pas décrire, sauf si vous me demandez, dans ce cas je le ferai avec plaisir, mais je ne voudrais pas vous assommer, ça vous décrit comment se passe une collision. Alors, je vais peut-être juste vous expliquer un tout petit peu. F, c'est une densité de probabilité, c'est quelque chose de positif. Et là, on vous dit, voilà, si vous voulez fabriquer une particule de vitesse v, ben, vous allez faire se collisionner deux particules de vitesse v' et v'1, ça va vous créer une particule de vitesse v. D'accord? C'est un terme là qui vous crée des particules de vitesse v. Et celui-là, le terme avec un moins, on appelle ça un terme de perte, parce qu'il vous dit, vous aviez une particule de vitesse v, mais manque de bol, elle a tapé une particule de vitesse v1, ou v1 on l'a choisi au hasard, puisqu'on intègre sur des v1, et du coup vous avez perdu cette particule de vitesse v, puisque dans la collision, sa vitesse a changé. D'accord? Vous intégrez sur toutes les vitesses possibles, sur tous les angles de sortie possibles après la collision, et puis là, ce que vous avez devant, c'est une mesure de l'intensité, de la probabilité qu'une telle collision ait lieu. Si la vitesse relative de deux particules produit scalaire avec nu, qui est le vecteur entre les centres des atomes, est nul, eh bien, il n'y aura pas de collision. Les vitesses relatives sont perpendiculaires aux atomes, il n'y aura pas de collision. Probabilité nulle. En revanche, si elles se rentrent dedans avec un impact direct, si elles sont parallèles, les vitesses relatives, avec x1 moins x2, alors c'est la plus forte collision possible. Donc c'est pour ça qu'il y a ce paramètre-là. On va s'arrêter là. Voilà Boltzmann, donc c'est lui qui a écrit cette équation. Alors, ce qu'il a fait, on en reparlera un tout petit peu plus, je ne vais pas vous expliquer vraiment comment il a trouvé cette équation, c'est beaucoup trop compliqué, mais en gros, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, je vais supposer, je vais faire cette hypothèse qu'on appelle la propagation du chaos, qui était dans le titre de l'exposé aussi, je vais supposer que les particules sont indépendantes les unes des autres, et donc je vais écrire la distribution de n particules, quelle est la probabilité qu'à l'instant t, la particule 1 soit en x1, la particule 2 soit en x2, etc. etc. Et puis comme elles ne dépendent pas les unes des autres, eh bien, je vais moyenner sur toutes les particules sauf une, puisque ça ne dépend pas de toute façon du reste, et ça va me donner un objet qui dépend que de x1, v1, puisque j'aurais fait des moyennes, des intégrales sur tout le reste, et ce truc-là, sous cette hypothèse d'indépendance, ça vérifie, c'est pas dur à vérifier formellement, ça vérifie exactement cette équation-là. C'est complètement formel pour l'instant, et je vous dirai plus tard ce qu'on sait faire vraiment dessus, mais voilà, il a fait ça en faisant cette hypothèse d'indépendance des particules les unes par rapport aux autres, dont on reparlera. Alors il se trouve que quand il a écrit cette équation en 1872, les gens n'étaient pas contents du tout, il y a eu pas mal de critiques, et notamment par Loschmidt, qui a fait la remarque suivante, que avait remarqué Boltzmann avant, c'est que l'équation est irréversible, on va voir pourquoi dans une minute. On a parlé de l'irréversibilité au tout début. Les particules sont réversibles, on le sait, on l'a vu, c'est Newton, c'est irréversible. Par contre, l'équation de Boltzmann, elle est irréversible résolument, on verra pourquoi dans une minute. Ça, c'est un petit peu gênant, et ça a beaucoup perturbé les gens à l'époque. D'ailleurs, Boltzmann a fini par se suicider suite à tous ces tracas. Mais il va falloir qu'on comprenne ça. Si cette équation de Boltzmann est valable, elle est irréversible. Avant, on est parti d'un modèle réversible. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on a perdu la réversibilité? Et en plus, elle repose sur cette hypothèse de propagation du chaos qui paraît un petit peu bizarre quand même de dire que toutes les particules sont indépendantes alors qu'elles n'arrêtent pas de se rentrer dedans. Donc, il va falloir aussi essayer de justifier ça. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que Hilbert disait utiliser Boltzmann pour trouver Navier-Stokes. Et en fait, oui, c'est possible. Donc, il y a des théorèmes relativement récents, notamment ces 4 personnes ont beaucoup contribué à ce résultat, qui disent que vous pouvez partir de l'équation de Boltzmann, travailler très fort et trouver l'équation de Navier-Stokes. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, sauf si vous me demandez. Donc, en un certain sens, effectivement, les équations de Navier-Stokes et d'autres, suivant les paramètres qu'on utilise, sont des limites de l'équation de Boltzmann. Donc le programme de Hilbert est à moitié rempli. On va de Boltzmann à Navier-Stokes.
Si on veut remplir tout le programme, maintenant, il faut justifier l'équation de Boltzmann à partir des 6 équations de Hilbert. Si vous arrivez à faire les deux, vous aurez rempli le contrat. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est justifier cette équation de Boltzmann, et puis, du coup, en plus, on aura compris où apparaît l'irréversibilité dans un système physique, ce qui est intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est irréversible, cette équation, puisque je vous l'ai dit? Alors, ça, c'est écrit sur sa tombe, en fait. Je ne sais pas si vous voyez très bien. C'est la tombe de Boltzmann à Vienne. Il a gravé cette équation S égale K log de W. S, c'est l'entropie. Pour les gens qui savent, donc c'est quoi l'entropie d'une fonction f? En tout cas, dans ce sens-là, vous prenez f multiplié par le logarithme de f, vous intégrez. Intégrale de f log f, exercice. Vous prenez l'équation de Boltzmann que vous avez bien aimée tout à l'heure. Vous regardez comment se propage f log f. Alors, si vous trouvez que ça a un signe, vous avez le droit de trouver positif ou négatif, parce que je ne sais jamais si l'entropie, on met un plus ou un moins. En tout cas, il faut trouver un signe, c'est pas nul. En l'occurrence, ça va être positif, la dérivée en temps de f log f. Si vous trouvez ça, bravo, c'est bien. Vous êtes aussi fort que Boltzmann. Alors, cette équation-là, S égale K log de W, en fait, c'est un petit peu ce qu'on a vu au tout début de l'exposé. K, c'est une constante de Boltzmann. S, c'est l'entropie, et c'est aussi le nombre d'états macroscopiques qu'on peut observer, alors que W, c'est le nombre d'états microscopiques qui lui correspondent. Alors, si vous vous souvenez du début de l'exposé, le nombre d'états macroscopiques, c'était N plus 1. Alors, N plus 1 et N, c'est pareil, quand N est très grand. Et le nombre d'états microscopiques, c'était 2 puissance N. Justement, le log de 2 puissance N, bah, c'est N. C'était vraiment pour ça qu'il y avait une différence exponentielle entre le nombre d'états macroscopiques et le nombre d'états microscopiques. Et donc, ce qu'on est en train de raconter là, c'est que finalement, ce qu'on perçoit à l'échelle à laquelle on est, l'échelle de Boltzmann, qui n'est pas l'échelle des atomes, le phénomène physique est irréversible, alors qu'en vrai, il est réversible. C'est exactement l'expérience d'Ehrenfest tout à l'heure. Alors, pour terminer juste sur le titre de l'exposé, pourquoi la propagation du chaos? Je vous l'ai dit. L'équation de Boltzmann, il l'a obtenue, et on peut l'obtenir formellement facilement, simplement en écrivant la probabilité que les n particules soient dans la configuration x1, x2, xn, v1, p2, vn à l'instant t. Vous prenez l'équation, que ça vérifie, on pourra en reparler. Vous intégrez contre tout le monde, sauf la particule x1, v1, et vous supposez que les particules sont indépendantes les unes par rapport aux autres, et vous trouvez Boltzmann. Évidemment, comme on l'a vu, c'est complètement faux, ça, parce que les particules ne sont pas indépendantes, elles passent leur temps à se rentrer dedans. Mais ce que stipulait Boltzmann, c'est que s'il y a beaucoup de particules, alors, c'est pas complètement faux, en tout cas si vous faites tendre le nombre de particules vers l'infini, qu'elles vont finir par devenir indépendantes. Alors, une façon de comprendre ça, je ne suis pas sûre que ce soit correct, mais en tout cas c'est une façon de le comprendre, c'est comme ça que je l'ai compris pendant longtemps, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ça. Si vous, tout à coup vous mettez tous debout, vous mettez à marcher dans la pièce, forcément, comme vous êtes assez nombreux, vous allez vous rentrer dedans, c'est sûr. Si vous vous connaissez bien, vous allez savoir qui est rentré dans qui. Maintenant, si vous ne connaissez pas trop, et si on met 10 fois plus de personnes dans cette pièce, juste vous ne saurez pas. Vous allez avoir des collisions tout le temps, et tellement que vous ne vous souviendrez plus qui vous avez vu, qui vous n'avez pas vu, et puis à la fin, vous serez indépendant. Ce n'est pas ça vraiment qui se passe derrière, mais c'est une façon de se rassurer que c'est peut-être vrai que quand n tend vers l'infini, il est possible qu'on devienne indépendant. Si on savait mettre en équation ce que je viens de vous dire, on serait content, mais bon, je ne suis même pas sûre que ce soit vraiment ça qui se passe. Mais en tout cas, c'est ce que disait Boltzmann, et on peut quand même démontrer des choses. Donc ça, c'est un théorème qui est dû à Lanford en 1974, qui a démontré, donc là il y a vraiment un théorème, qui est beaucoup plus précis que ce que je viens de vous dire, qui dit la chose suivante: supposez qu'initialement votre gaz soit dans cet état chaotique, c'est-à-dire dans un état où les particules ne se connaissent pas. Ça, vous pouvez, à t égale 0, votre gaz, les particules sont toutes indépendantes les unes des autres, vous les laissez évoluer. Si le gaz est raréfié, c'est-à-dire prenez l'air dans la pièce par exemple, vous faites tendre le nombre de particules vers l'infini, en même temps leur taille doit tendre vers 0, sinon ça ne va plus rentrer au bout d'un moment. Eh bien, la densité qu'on a définie tout à l'heure vérifie exactement l'équation de Boltzmann. Et la méthode de démonstration, c'est en gros ce que je vous ai dit, c'est qu'à un moment, il faut démontrer que ce chaos se propage quand n tend vers l'infini. Donc il y a vraiment un gros travail, qui d'ailleurs n'était pas complètement complet dans le travail de Lanford. Donc ça, c'est un truc qui arrive parfois, c'est un peu triste, mais il faut le savoir. Pour les plus jeunes, c'est un peu choquant peut-être de savoir qu'il y a des théorèmes qui sont démontrés, mais en fait, il manque des bouts de la démonstration, il y avait des petits trous. Mais n'empêche que le plus dur était fait largement par Lanford, et donc ça a pris beaucoup de temps en fait, à être résolu. Mais maintenant, on sait justifier cette équation de Boltzmann, sauf qu'il y a un gros désavantage, un gros problème dans la démonstration actuelle, c'est que le passage de n particules vers Boltzmann est justifié sur un temps qui est essentiellement le temps pendant lequel deux particules peuvent se voir. Voilà. Le nombre de collisions moyennes d'une particule, 1, une collision. On se rend bien compte que ça va être compliqué à partir de là de trouver la mécanique des fluides. Un fluide, forcément, c'est un truc où il y a beaucoup de collisions,
Et notre rêve, hein, c'est quoi? C'est de faire parler ce théorème-là avec le théorème qu'on a vu tout à l'heure, Boltzmann tend vers Navier-Stokes. Sauf que pour que Boltzmann tende vers Navier-Stokes, il faut qu'il y ait énormément de collisions, alors que les particules tendent vers Boltzmann, qu'en gros, il y en a une, ou une et demie. Donc il y a vraiment un énorme trou entre ces deux résultats, qu'on pour l'instant on ne sait pas du tout complet. Alors, pour terminer, je voudrais revenir sur Navier-Stokes, parce que finalement, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on décrit, je ne sais pas, le temps qu'il va faire demain, comment est-ce qu'on regarde des problèmes d'océanographie, des problèmes de ce que vous voulez, tout ce qui est fluide, quel qu'il soit, tous ces problèmes-là s'étudient et se prévoient à partir de l'équation de Navier-Stokes qui est là-haut. Alors évidemment, pas forcément celle-là, il y a des paramètres à rajouter, il y a des phénomènes physiques à rajouter à l'équation, mais l'équation de base, c'est Navier-Stokes. Après, on rajoute toutes sortes de physiques. Mais si on ne sait pas résoudre Navier-Stokes, on va être assez embêté pour résoudre les autres. Et malheureusement, on ne sait pas résoudre cette équation, et d'ailleurs, dans la liste des 7 problèmes clés de 2000, dont un a été résolu, celui-là n'est pas encore résolu. C'est une page de publicité. Si vous voulez $1 million, il suffit de résoudre l'équation de Navier-Stokes. Et on va voir ce que ça veut dire que la résoudre, hein, comment on définit ça. Alors, qu'est-ce que c'est que résoudre une équation en dérivée partielle? La première fois que l'équation a été écrite, je suppose que ce que les gens ont fait, peut-être que certains d'entre vous ont envie de faire ça, c'est chercher une solution explicite, hein, à base de fonctions connues. On met des cosinus, des sinus, des logarithmes, et puis on y va, puis on essaie de voir si ça marche ou pas, et évidemment, on n'y arrive pas. Alors, une fois qu'on s'aperçoit que trouver des solutions explicites, c'est perdu, il faut décider qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là que résoudre une équation. Et donc, il y a toute une théorie de la résolution de l'équation en dérivée partielle qui a été développée, et qui permet de résoudre évidemment plein d'équations à la fois, pas que celle-là, mais des théories générales qui disent voilà ce que ça veut dire résoudre une équation, pourquoi est-ce que celle-ci je peux, pourquoi une autre je ne pourrais pas, etc. Alors qu'est-ce que c'est que résoudre une équation pour un mathématicien? Alors tout d'abord, c'est 3 choses. Montrer qu'il y a une solution, parce que l'air de rien, ce n'est pas parce qu'on a écrit une équation qu'il y a une solution. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire qu'une solution? Si je vous dis x carré égale 1, vous allez dire oui, je sais résoudre, d'ailleurs j'ai même 2 solutions. Si je vous dis x carré égale moins 1, suivant l'âge de la personne ou le niveau d'étude de la personne à qui on parle, on va dire oui, il y a une solution ou non, il n'y en a pas. Hein, ça dépend si on a inventé i ou pas. Donc en fait, ça dépend vraiment de la notion de la solution. Donc quand on a une équation genre Navier-Stokes, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle solution de l'équation? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a une seule? Alors ça paraît assez important d'un point de vue physique. Si je vous dis que demain il peut faire 30 degrés ou moins 30, ça ne va pas vous intéresser beaucoup, donc il vaut mieux être sûr. Et une façon de garantir l'unicité, c'est de garantir la stabilité. La stabilité, pourquoi? Pourquoi c'est intéressant? Parce que souvent un phénomène physique, enfin une équation physique comme ça, on vous donne des données physiques, qui sont l'état du fluide à l'instant 0 par exemple, la viscosité, ce sont des choses qu'on mesure, qui ne sont pas exactes. Et si vous n'êtes pas capable de dire une erreur de 1% sur ma donnée initiale, ça fait une erreur de tant de % sur la solution, ce n'est pas intéressant non plus. Si vous voulez rentrer une équation dans un ordinateur, vous avez intérêt à savoir quelles sont les erreurs que vous faites. Et si vous avez la stabilité, en général, vous avez l'unicité en même temps. Alors, évidemment, le mathématicien estime qu'il a fait son job une fois qu'il a fait ça, mais le physicien, il dit, vous n'avez même pas commencé. Là. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une solution que je suis content, je veux savoir ce que c'est que cette solution. Donc, si on est patient, on continue à travailler sur l'équation une fois qu'on l'a résolue. Et on va donner des propriétés plus qualitatives. Est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite, par exemple. Si j'ai 2 données initiales, une plus grande que l'autre, est-ce que ça va se propager, ça, ou est-ce que ça peut se croiser? Toutes sortes de questions qui peuvent intéresser, et il faut demander évidemment aux physiciens ce qui les intéresse. Par ailleurs, vous ne voulez pas faire le même travail pour toutes les équations qu'on va vous apporter. Donc c'est bien d'avoir un cadre un peu général qui dit si quelqu'un vient avec une équation, je vais la reconnaître parmi d'autres que j'ai déjà résolues, et donc sans travail du tout, on va pouvoir dire oui, je sais comment je peux la résoudre. Ou pas. Parfois, c'est bien de dire ben, cette équation-là, c'est celle-là que je veux résoudre et pas une autre, et un théorème trop général, il va passer à côté de ce qui nous intéresse. Donc il faut savoir, hein, si on veut faire des choses qui sont un petit peu appliquées à la physique ou à n'importe quelle application, essayez aussi d'utiliser la structure de ce qu'on regarde, et je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Dernière chose, et on verra une application tout à la fin, les équations viennent avec des paramètres physiques, vous avez le droit de vous en servir, évidemment en le justifiant. Donc si un paramètre est très très petit, ben on va le faire tendre vers 0 et on va montrer que la solution ressemble beaucoup à l'équation dans laquelle j'ai enlevé le paramètre, qui est peut-être beaucoup plus simple. Dans des problèmes asymptotiques sur les équations, c'est aussi quelque chose qui peut être pertinent. Voilà, donc ça c'est le programme. Donc maintenant on va essayer d'appliquer ce programme sur Navier-Stokes. Donc je vous rappelle Navier-Stokes. Je vous rappelle aussi pour ceux qui ont oublié que ces objets-là sont des vecteurs de dérivée partielle. Celui-là c'en est une aussi. Et donc cette équation-là qu'on a envie de résoudre, mais comme on ne va pas y arriver, je vous dis tout de suite malheureusement, on va la simplifier énormément jusqu'à ce qu'on arrive à une équation qu'on sache résoudre, qui ne soit peut-être pas celle qu'on voulait, mais au moins celle-là on saura la résoudre.
Et donc pour faire ça, déjà on va mettre à la poubelle les forces extérieures qui ne servent à rien, et puis la pression qui est bien compliquée, on va donc l'enlever. Alors si j'enlève la pression, j'enlève aussi la divergence nulle, puisque ça y vient ensemble, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Donc ça c'est un peu plus simple, c'est quand même encore beaucoup trop compliqué parce qu'il y a toutes ces dérivées dans tous les sens, tx1, x2, x3, on n'aime pas beaucoup ça, donc on les enlève. Donc là ça commence à être beaucoup plus simple, je prends mon vecteur vitesse, qui est maintenant une fonction simplement du temps. Et on va essayer de résoudre cette équation-là. La voilà. Donc ça c'est Navier-Stokes simplifié. Alors celle-là on ne va pas tout de suite la résoudre non plus, on va y aller par étapes. Voilà la première qu'on va essayer de résoudre. On va se faire les dents. Une fois qu'on aura réussi à faire ça, on va en faire deux autres, où à la place du u, on va mettre du u carré. D'accord ? Donc j'avais trois termes dans l'équation, dérivé en temps u carré u, j'enlève le u carré, c'est trop dur. Après je le rajoute, mais j'enlève le u parce que sinon c'est trop dur. Et puis à la fin, je mettrai les deux ensemble. Et là, juste pour vous montrer que la structure de l'équation peut avoir un sens, de regarder ça en détail, changer un moins en plus, ça peut changer beaucoup de choses. D'accord ? On y va, donc on va commencer par la première. Ouais, je pense que ça va. Donc j'ai écrit directement la solution, parce que j'avais déjà travaillé avant. Et la voilà. Donc cette équation-là, en fait, comme vous savez, on sait la résoudre. Il y a une solution, elle est unique, elle est stable, et puis on sait même qualitativement tout dire dessus, bien sûr, que la solution est globale. Globale, dans le jargon, ça veut dire qu'elle existe pour tout temps. Alors le temps, pour moi, ça va être positif, pour faire simple. D'accord ? Quand je dis tout temps, ça veut dire tout temps positif, je ne regarde pas ce qui se passe dans les temps négatifs. Et voilà. Et donc on sait qu'elle tend vers 0 en temps grand, et tout le monde est satisfait. Alors bien sûr, ce n'était pas la bonne équation, donc on va changer, on va prendre celle-là maintenant. Donc là, je pourrais vous laisser 5 minutes pour les plus jeunes pour la résoudre, mais comme là aussi j'ai la solution, je vais vous la donner. Donc là, voilà. Donc maintenant, t, comme d'habitude, est positif, et puis u0, c'est plus un vecteur, c'est une fonction, tout est simple, et on va le prendre positif aussi. Et du coup, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène très différent qui se passe. C'est qu'au temps 1 sur u0, u tend vers l'infini. Donc ça, c'est une solution qui explose en temps fini, à un temps bien déterminé. À part ça, elle vérifie tous les critères qu'on lui demande, cette équation-là. Existence de solution, unicité de solution, stabilité de solution, tant qu'elle existe. Et la différence avec tout à l'heure, c'est juste qu'elle n'existe pas tout le temps. Il y a un moment où la vitesse tend vers l'infini. Voilà, alors maintenant, si j'avais changé si je change le moins en plus, vous prenez l'équation d'avant, vous changez le moins en plus, vous trouvez ça. Donc ça a l'air de rien de changer un signe, mais évidemment, ça change tout sur la solution. Il y a toujours existence, unicité, stabilité, mais maintenant, elle est globale, cette solution, elle tend vers 0 en temps grand. D'accord ? Donc c'est là que je voulais dire que la structure de l'équation, un signe qu'on change quelque part, ça peut tout changer. Donc si on veut résoudre Navier-Stokes, ce n'est pas une équation qui est vaguement sa copine, mais on a changé un signe, on ne va peut-être pas faire ce qu'il faut. Enfin, il faut vraiment faire attention à tous les termes de l'équation si on veut vraiment la résoudre. Bon, alors ça, évidemment, c'est toujours pas Navier-Stokes, ça c'est presque Navier-Stokes. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, je vais vraiment agiter les mains, comme on dit. Imaginez que votre vitesse initiale est très 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 petite. Si vous prenez son carré, qu'est-ce qui se passe? C'est encore plus petit. D'accord? Donc ce qui se passe, c'est que le terme en u carré, si la vitesse initiale est toute petite, le u carré va être ridicule, donc on va l'oublier, c'est u qui gagne. Mais si c'est u qui gagne, on sait que la solution, elle décroît exponentiellement, et donc si la solution décroît, u est encore plus petit, donc le u carré, il est encore plus ridicule, et donc en fait, il ne servira jamais à rien, ce u carré. Et c'est facile de voir que la solution de cette équation-là, à donnée initiale toute petite, c'est pareil presque que l'équation, il n'y a pas de u carré du tout. En revanche, si vous prenez une vitesse initiale grande, alors clairement, celui qui va gagner entre u carré et u, c'est u carré, et donc le phénomène, ça va être le phénomène qu'on a vu d'explosion en temps fini. Donc la taille des données initiales va commencer à jouer un rôle ici. Une donnée petite, tout se passe comme une équation linéaire, le terme non linéaire en u carré, vous pouvez juste l'oublier. Pour une donnée initiale grande, au contraire, cette équation est résolument non linéaire, il faut regarder le signe en plus. Et donc quand il y a un signe moins, ça explose en temps fini. Voilà, donc ça on est assez content d'avoir compris, par contre on n'a toujours pas compris Navier-Stokes, donc si on revient à Navier-Stokes, qu'est-ce qu'on sait faire là-dessus? En fait, on sait essentiellement faire ce que je viens de vous dire sur l'équation différentielle ordinaire, et pas beaucoup plus. Ça c'est dû à Leray, presque tout ce qu'on sait faire sur Navier-Stokes est dû à Leray en 1934. Presque tout, donc les gens encore aujourd'hui travaillent dessus, voilà, ça reste un problème complètement ouvert. Qu'est-ce que font les gens qui travaillent dessus encore aujourd'hui et que faisait Leray à l'époque? Simplement, vous me donnez une donnée initiale, aussi générale que possible, pas trop petite, peut-être, on va voir, mais en tout cas aussi générale que possible, et puis moi je suis censé vous dire, il y a une solution, elle est unique, et si possible, elle existe globalement. Et sinon, qu'est-ce qui se passe?
Alors qu'est-ce qui est connu? Alors ce qui est connu, c'est qu'en général, si vous me donnez n'importe quelle donnée initiale, c'est-à-dire le fluide est dans un état que vous avez décidé, mais qui est quelconque, alors on peut montrer qu'il y a une solution, effectivement, qu'elle est unique et stable, mais sur un temps court. C'est quoi ce temps court? C'est le temps, sur le dessin d'avant, c'était un temps bien avant l'explosion. On sait résoudre sur un petit temps, et après, par contre, on ne sait pas ce qui se passe. L'équation différentielle ordinaire, on savait ce qui se passait, là, on sait juste dire, sur un petit temps, pas de panique, il ne se passe rien. Ce qui n'est pas très étonnant, mais voilà. Si vous me donnez une donnée initiale toute petite, alors le même argument, alors évidemment c'est plus compliqué parce que c'est une équation dérivée partielle, mais c'est quand même exactement le même argument. Si la donnée initiale est toute petite, le terme non linéaire, la pression, tout ça, ils ne servent à rien du tout, et tout se passe comme l'équation de la chaleur, c'est-à-dire l'équation où vous avez mis à la poubelle tous les termes, sauf le terme en Laplacien U. Parce que la donnée initiale est petite, donc elle reste petite, et le U carré, enfin tous les termes non linéaires restent tout petits, et tout se passe comme si l'équation était linéaire. Ce qui veut dire qu'un fluide presque au repos reste presque au repos. Ce qui n'est pas physiquement très étonnant non plus, mais c'est tout ce qu'on sait faire. Alors une chose dont je n'ai pas trop parlé, un tout petit peu au début, donc j'exagère un peu quand je dis conservation, j'aurais dû dire la décroissance de l'énergie. Je vous ai dit que Navier-Stokes avait une énergie qui décroît, donc je n'ai pas défini l'énergie, je ne pense pas que j'aurai le temps, enfin je suis sûre que je n'aurai pas le temps de le faire, mais c'est un truc que vous pouvez vérifier aussi à titre d'exercice, donc le troisième exercice, je le ferai de la journée. Vous prenez Navier-Stokes et vous calculez la dérivée en temps de l'intégrale de U carré. Voilà, je vous l'écris comme ça vous vous en souviendrez. Vous prenez l'intégrale de U au carré, vous intégrez ça par rapport à x, vous dérivez ça en temps, et vous essayez de montrer, il faut savoir intégrer par partie, et puis il ne faut pas avoir peur d'échanger les dérivées et les intégrales, donc en général on a peur, mais là comme ça sera juste un brouillon, vous avez le droit de ne pas avoir peur, et vous trouverez ça en principe. Donc l'énergie c'est le carré de la vitesse, comme mv carré en mécanique du solide. Ça décroît, et donc vous allez me dire, une fois que vous avez vu ça, vous allez dire non, vous exagérez complètement. C'est pas possible que la solution explose en temps fini, puisque l'énergie reste bornée, puisqu'elle décroît. Donc c'est pas vrai qu'elle tourne à l'infini, puisqu'elle décroît. Donc c'est là qu'on parle un peu du concept de solution. C'est quoi une solution? Est-ce qu'il suffit de connaître l'énergie pour résoudre l'équation? Ben non, malheureusement, il faut connaître d'autres choses, pour connaître la taille de la solution, son sup en espace, et ça, on ne sait pas le contrôler du tout. On sait contrôler que cet objet-là, qui n'est pas suffisant pour résoudre l'équation. Sauf en dimension 2. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, si vous utilisez ça, vous avez une notion de solution très très faible, et là vous savez résoudre, mais elles ne sont pas uniques, ces solutions-là. D'accord? Donc en utilisant l'énergie, vous construisez des solutions globales non uniques. Sans utiliser ça, parce qu'on ne sait pas faire, vous avez des solutions uniques non globales. Et si vous faites les deux en même temps en dimension 2, ça le le savait déjà, vous avez existence et unicité globale de solution. Donc en dimension 2, il n'y a plus rien à faire, entre guillemets, en tout cas pour le programme je résous l'équation. En dimension 2, il y a existence, unicité de solution, elle tend vers 0 en grand temps, et tout est tranquille. Malheureusement, on n'est pas en dimension 2, mais en tout cas, en dimension 2, on sait résoudre l'équation. En dimension 3, si vous voulez vous souvenir de ce qu'on sait faire, donnée petite, solution unique globale, donnée grande, solution unique locale en temps, ou bien non unique globale. Enfin, non unique dans le sens où on ne sait pas démontrer qu'elles sont uniques. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'il reste à faire? Tout, essentiellement. Donc on a vu deux grosses questions. Une, c'est justifier ces équations de la mécanique des fluides que tout le monde utilise depuis longtemps à partir des particules. Donc on utilise Boltzmann comme point d'appui parce que ça a l'air d'être une bonne chose à faire. On sait que Boltzmann ressemble à Navier-Stokes. On sait que les particules ressemblent à Boltzmann, mais pas sur les bonnes échelles de temps. Donc si on arrive à faire parler ces démonstrations-là, on aura une démonstration complète de la justification de Navier-Stokes à partir des particules. Donc voilà, donc il y a des progrès récents sur des modèles linéaires, notamment avec Thierry Bonino qui est là dans le côté de la salle, et Laure Saint-Raymond, on arrive à trouver l'équation de la chaleur en faisant ce genre de manip, mais c'est pas du tout ce qu'on veut, c'est pas du tout l'équation non linéaire qu'on cherche. Deuxième question que vous pouvez essayer de résoudre aussi, c'est résoudre Navier-Stokes. Donc si vous voulez l'intitulé précis de la question, vous avez deux possibilités. Soit vous montrez que quelle que soit la donnée initiale, il y a une solution globale unique, très bien. Soit vous trouvez une donnée initiale, telle que la solution explose en temps fini. D'accord ? Vous ne pouvez pas faire les deux, sinon il y a une faute dans une des deux démonstrations. Alors, juste pour terminer, une dernière minute, ça peut paraître un tout petit peu inquiétant peut-être qu'on ne sache pas résoudre cette équation qu'on utilise tout le temps. Alors juste pour être un petit peu optimiste, la bonne nouvelle quand même pour ce qui concerne les applications physiques, géophysiques, nous, l'atmosphère terrestre, les océans, tout ça, ce qu'il faut rajouter à l'équation de Navier-Stokes, si vous voulez vraiment prendre en compte le fait qu'on est sur Terre, parce qu'en fait on est sur Terre, c'est que la Terre tourne.
Et ça rajoute un terme à l'équation. Donc tous ceux qui ont fait de la mécanique se souviennent qu'il y a des trucs à rajouter quand le repère n'est pas galiléen. Et un des trucs à rajouter, c'est la force Coriolis. Et cette force Coriolis, elle a une taille qui va être en gros le rapport entre la vitesse de rotation de la Terre et la vitesse typique du mouvement de votre fluide. Donc là, je parle de paramètres physiques que les physiciens vous apportent. Et ce rapport est énorme, parce que si vous prenez une particule de fluide, d'océan, en une journée, elle aura fait quelques centaines de mètres, alors que la Terre aura fait un tour complet. Donc le rapport vitesse de rotation de la Terre par rapport à la vitesse du fluide est gigantesque. Si vous utilisez cette information, vous supposez que ça tend vers l'infini en gros, vous allez pouvoir montrer que grâce à ça, vous avez un effet stabilisateur qui fait que votre fluide qui tourne très vite tend à devenir bidimensionnel. Et la bonne nouvelle, on sait tous depuis Leray que Navier-Stokes 2D, en 2 dimensions, est bien posé, à des solutions globales uniques. Donc ça a été fait il y a plusieurs années maintenant. En utilisant cette rotation, si la rotation est assez forte, alors Navier-Stokes 3D avec rotation a des solutions globales uniques et stables. Donc ça c'est bien, on est content, on peut rester sur Terre tant qu'elle tourne en tout cas. Voilà, je vais m'arrêter là et merci pour votre attention. Merci beaucoup Isabelle pour cette belle exposé. Et voilà, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Oui, je voudrais vous poser une question concernant le début de l'exposé sur les... On introduit le coefficient de viscosité dans l'équation, qui est un peu magique, mais par contre, vous avez un modèle physique initial de Boltzmann avec, entre guillemets, pas de frottement. Alors, je n'ai pas tellement compris comment vous le retrouvez après. C'est une très bonne question. Voilà, je ne vais pas pouvoir vous faire toute la preuve, mais si vous voulez trouver effectivement on va faire un truc très simple, sur ce que j'ai raconté qu'on a fait avec Thierry et Laure, c'était partir de Boltzmann, une version Boltzmann un peu plus simple, linéaire, et trouver l'équation de la chaleur. Donc c'est la même question, vous prenez Boltzmann linéaire, c'est encore plus simple que celle que j'ai écrite là, et par un passage à la limite que je vais vous expliquer, on arrive à une équation complètement diffusive, donc avec un frottement énorme, puisque c'est juste l'équation de la chaleur. Et pourquoi? En fait, c'est une question d'échelle de temps. C'est-à-dire que le temps doit lui aussi devenir très très grand. L'équation de la chaleur, vous n'allez pas l'attraper en temps 1, ni en temps 12, vous allez l'attraper en temps, en gros, 1 sur le nombre de collisions. Non, pardon, le nombre de collisions. Donc très très long. D'accord? Et en temps long, ce qu'on appelle le temps diffusif, c'est là que vous allez attraper des phénomènes justement de diffusion. Donc c'est pas en temps 1 que ça va se passer, ça. Les vaisseaux, c'est pareil, il faut attendre très longtemps. Dans le domaine de la physique, toujours, avec des objets physiques, est-ce qu'il y a une relation entre ce que vous avez présenté et la compréhension de la transition dite laminaire turbulente pour un écoulement de fluide? Oui, alors je ne sais pas comment répondre à cette question très bien, mais dans Navier-Stokes, il est censé être caché, cette transition. Navier-Stokes, elle décrit à la fois le laminaire, si la viscosité est suffisamment petite, ou le nombre de Reynolds, ou les écoulements turbulents. Ça doit être caché là-dedans, personne ne comprend. Déjà la turbulence, à ma connaissance, personne ne sait la définir, que je sache. Donc c'est vraiment une des questions que les gens regardent avec intérêt mathématiquement aussi, mais il n'y a absolument aucune théorie que je sache qui justifie ce passage de l'un à l'autre. Merci. Deuxième question, je prends maintenant des objets biologiques, tels que bancs de poissons, nuées d'oiseaux, bon, qui sont formés de particules vivantes, etc. Mais enfin, bon, je vous demande si ces phénomènes biologiques, eux aussi, ont un rapport avec ce que vous venez de nous présenter. Sachant que, disons, quelquefois ces phénomènes sont décrits, que ce soit l'un ou l'autre, hein, c'est même farine, sont décrits comme étant des domaines dits de cohérence, oui, dans le fourbi, etc. Bon, est-ce qu'il y a, entre ce que je viens de décrire et ce que vous avez présenté, y a-t-il une relation? Si oui, laquelle? Voilà. Oui, alors moi je n'ai jamais travaillé du tout là-dessus, mais j'ai vu des exposés il n'y a pas si longtemps, donc je peux quand même faire une petite réponse. Donc, il y a des modèles qui ressemblent un petit peu, qui sont un petit peu intermédiaires entre le modèle de particules et Boltzmann, qui sont des modèles dits de champ moyen, où on met dans le modèle une interaction, comme ils appellent du flocking, je pense, comme les oiseaux, les phoques, vous avez dit quoi,
les nuées, voilà, c'est ça. Donc on rajoute quelque chose dans le modèle les gens essaient de justifier pourquoi il y a un oiseau devant et puis deux derrière, et que ça s'organise comme ça, en mettant il y a de la modélisation bien sûr physique à rajouter dans le modèle d'interaction entre les particules pour faire arriver ces choses-là. Il y a des travaux dessus, pas du tout que je connaisse, mais que j'ai vu de loin. Mais il faut rajouter la physique. À chaque fois, si on veut voir quelque chose, il faut rajouter, il faut s'aider, quoi. Il y a d'autres questions? Je suis professeur du secondaire. Une question qui est souvent posée par les élèves est la suivante. Si on grossit, donc en espace, par exemple des tourbillons météorologiques, ils comprennent bien que l'énergie va augmenter, etc. Mais ils ne voient pas le rapport au temps. Et la question posée, c'est pourquoi ça dure 400 ans sur Jupiter? Enfin, des questions comme ça, vous voyez. Oui. On aimerait bien savoir. Les structures cohérentes comme ça fait partie des questions qui se posent très sérieusement, qui sont liées un peu à la turbulence aussi. La turbulence en 2 dimensions, c'est la création de structures cohérentes, justement. En 3 dimensions, c'est des gros tourbillons qui deviennent tout petits. Là, je raconte ce que j'ai lu, mais qu'on ne sait pas du tout expliquer, en vrai. Vous avez des tourbillons qui se cassent en petits morceaux à toutes les échelles, de manière plus ou moins autosimilaire. En 2 dimensions, au contraire, c'est des petites formations qui grossissent, qui deviennent cohérentes. Et Jupiter, c'est justement une planète qui tourne. Et donc, ce qui se passe, ce que moi je ne comprends pas du tout, et je ne suis pas sûre que ce soit très bien compris, c'est qu'effectivement, la rotation va créer cette structure cohérente, qui est la tache rouge, il y en a une autre, je crois, juste au-dessus. On voit aussi des jets qui sont parallèles à l'équateur. Tout ça, c'est des choses qu'on observe, qu'on essaie de comprendre physiquement et mathématiquement, et c'est pas très clair. Ce qu'on peut faire, une chose qu'on sait faire, c'est comprendre près de l'équateur, même sur Terre, il y a ce genre de choses aussi. Il y a des zones complètement piégées, et ça, on arrive à avoir des théories mathématiques qui expliquent ça. Peut-être Jupiter viendrait dans le même genre de démonstration, et donne aussi des échelles de temps. Les démonstrations donnent ce genre de choses aussi. Mais c'est vraiment lié à des structures cohérentes, liées à la rotation, qui font que des petits tourbillons, les petites structures s'amalgament en des grosses structures. Encore des questions? Structure cohérente. Une structure cohérente. Oui. C'est quelque chose qu'on aperçoit longtemps, qui a une forme. Ça n'a pas de définition mathématique, c'est comme la turbulence, il n'y a pas de définition mathématique à ma connaissance. Mais c'est voilà, un objet qu'on observe, qui est piégé par exemple. Je peux vous dire ça sur la partie que je connais qui est mathématique. C'est vous regardez des ondes qui avancent, d'accord, et vous apercevez que certaines ondes partent à l'infini, comme les ondes acoustiques, et d'autres au contraire restent localisées en espace. Et ça, c'est une structure cohérente, si on veut, ce n'est pas une définition mathématique, mais c'est comme ça que je la comprends. Ces équations de Navier-Stokes sont beaucoup utilisées pour la simulation, par exemple, des prédictions météorologiques. Je suppose que c'est des modèles discrétisés en espace et en temps. Est-ce qu'il y a des théorèmes qui lient ces solutions à la solution du modèle de... Ça, c'est la stabilité dont je parlais. C'est que tant que la solution existe, elle est stable. Pas les solutions juste d'énergie finie, mais les solutions uniques. En fait, elles sont mieux qu'uniques, elles sont stables. Et donc, si vous ne faites pas complètement n'importe quoi dans la discrétisation, mais je pense qu'à peu près tout marcherait. On sait que si la donnée initiale et les paramètres ne sont pas très loin, alors ça va rester pareil. Donc là, je réponds de manière un peu affirmative. Je ne veux pas vous citer de théorème, mais je suis à peu près convaincue qu'on sait démontrer ça. Oui. Même pour démontrer l'existence de solutions, on utilise des schémas finalement. Ce n'est pas forcément des schémas numériques. On est bien obligé de prendre cette équation et de la rendre plus simple. Une façon de la rendre plus simple, c'est de la discrétiser. Et c'est comme ça qu'on construit même la solution. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions ou... Encore une? Okay. Merci. Sur la question de la fondation clé, je voudrais que vous puissiez nous éclairer sur le problème de l'explosion en temps fini, qui semble être une contradiction avec la conservation de l'énergie, voire la décroissance de l'énergie avec un fluide... Oui, mais il est possible qu'une fonction vérifie ça, mais que son sup, le sup pour x dans le domaine qui vous intéresse, de u de x, de u de t et de x, ça tend vers l'infini, quand t tend vers un certain temps.
Rien n'empêche une concentration avec une intégrale finie. Ce n'est pas contradictoire, malheureusement. Donc, si vous saviez contrôler, non pas ce qu'on appelle la norme L2, donc l'intégrale du carré, mais le sup, de manière, si on vous donnait a priori ce contrôle, alors ça n'arriverait pas, on aurait fini. Mais rien n'empêche l'énergie d'être finie à un endroit. Alors, il n'y aura pas beaucoup des endroits, hein, ça se quantifie un tout petit peu. Ça va être de mesure nulle, par exemple, mais ça peut arriver. Je n'ai pas bien compris un énoncé plus ou moins rigoureux de ce théorème d'existence et unicité en présence de rotation, comme sur Jupiter. Pourquoi? Parce que sur Terre, on a une vorticité très considérable, tout le monde est d'accord, donc les prévisions météorologiques devraient être possibles longtemps. Et là, on croit très fortement que c'est impossible. Alors, comment résoudre ce paradoxe? Moi, je dirais qu'il faut un énoncé plus soigné de ce théorème d'existence et d'unicité en présence de vorticité. Elle vient d'où cette vorticité? C'est quoi cette vorticité dont vous parlez? La rotation de la Terre. Oui, d'accord, oui. Donc, on peut résoudre les équations de la météorologie uniquement et pour longtemps. Oui. Est-ce vrai? Oui. On peut le faire. Ça va coûter combien? Rien. C'était purement bénévole. Enfin, c'était quand même des professionnels qui avaient un salaire. Donc, vous prenez Navier-Stokes, vous rajoutez Coriolis. Coriolis, vous avez une taille devant, on appelle toujours epsilon et machin petit, donc on va appeler 1 sur epsilon la taille de Coriolis. Et Coriolis, c'est simplement U vectoriel, le vecteur vertical. D'accord, c'est la rotation. Alors là, évidemment, quand on dit ça, on exagère un petit peu, la Terre est devenue plate tout à tout. La rotation doit être très forte oui, par rapport aux autres paramètres. très forte. Ah, oui. Et le théorème, c'est pour epsilon assez petit, donc c'est pas epsilon tend vers 0, c'est mieux que ça, c'est epsilon assez petit. Il existe epsilon 0, tel que... Il existe un epsilon. Qui est donné, qui dépend de la donnée initiale, qui dépend de plein de choses, qui dépend de la donnée initiale, de plein de choses, telles que, pour epsilon assez petit, la solution de ce truc-là est globale. Elle dépend d'epsilon maintenant, globale unique. Dès qu'on a violé cette inéquation, on n'aura plus l'espoir de tout résoudre. Quand? Si une condition précise comme cela n'est pas satisfaite, alors en rien... On ne sait pas dire. On sait dire que si vous n'avez pas ça, vous avez un temps d'existence qui va dépendre d'epsilon, mais si epsilon est assez petit, alors c'est global. Il y a plein de gens. Moi, j'ai fait ça dans ma thèse. Et il y avait en même temps Babin, Maloff, Nikolenko. Il y avait pas mal de gens qui ont travaillé là-dessus à une époque. C'est les années, si vous cherchez dans la littérature, c'est les années 80... Pardon? Les années? Oui, en gros 96. Ouais, 96 jusqu'à 2000. Donc les noms, vous avez Emmanuel Grenier, Jean-Yves Chemin. Voilà, bon, après, je ne vais pas faire du name dropping, mais il y a pas mal de gens qui ont travaillé là-dessus à une époque. Au moins qu'il y ait encore vraiment une question absolument nécessaire, moi, je propose qu'on remercie à nouveau Isabelle. Merci beaucoup. Il y aura une autre conférence grand public, ça sera par Isabelle Gallagher sur probabilité et irréversibilité. Voilà.